Merci Antoine à la régie de nous ouvrir les micros. Depuis ce matin, il est là derrière sa régie, il dit pas un mot, mais il veille pour que les micros fonctionnent et que les slides passent avec Anne-Hélène également, il faut le reconnaître. Il est remercié pour ça. On va parler du gros hacking. Alors, le gros hacking, c'est un gros mot, mais vous allez voir, c'est très concret pour les entreprises. C'est la promesse de booster sa croissance, améliorer sa relation client grâce à un outil de web marketing. On va quand même se poser la question de savoir quelle définition on peut donner à cette solution, parce qu'on a 3 personnes sur ce plateau qui n'ont pas forcément la même définition. C'est des techniques de toute façon qui ne sont pas toujours conventionnelles pour gagner de la croissance. On est vraiment à fond sur du numérique, hein, là on est vraiment dans notre sujet numérique. Et on va passer par de l'automatisation, comme l'avalement de données de masse, par exemple, on va en parler. Donc on utilise à fond la data, bien évidemment. Je vous dis tout ça, c'est des données que je vous donne comme ça, mais ça vous explique quand même pas ce que c'est, vous allez mieux comprendre avec nos interlocuteurs. Donc ils sont 3, Émilie Oudou-Cabardis. Alors, Cabardis ou Cabardi ? Cabardis. Vous êtes consultante en stratégie de marketing digital. Pierre, à côté de vous, Pierre Emerio, vous êtes digital manager de l'agence Swimming Pool à Nantes. Vous aidez les entreprises et les marques à construire des stratégies de développement business plus intelligentes et plus performantes. C'est la promesse qui est marquée sur votre site internet. Ah, vous ne le saviez pas ? Non, c'est pas votre domaine en fait. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut vous présenter. Et puis Kylian Koch, vous êtes fondateur de NetLabo, une agence de marketing digital, et de Data Blaster. Alors, Data Blaster, c'est autre chose. C'est un outil qui récolte des données pour mieux comprendre la performance de nos stratégies et de nos pubs. En fait, c'est du reporting. Donc, c'est un outil que vous avez créé, vous avez fondé, NetLabo. Mais d'abord, donc, je disais, le gros hacking. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste en matière numérique, j'avoue. Pourtant, j'anime un salon numérique aujourd'hui, mais ce n'est pas le sujet. Mais définir le gros hacking pour quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, c'est franchement pas simple. Mais j'ai comme dans l'idée que c'est pas si simple pour vous non plus. Donc Émilie, on va commencer par vous, si vous voulez bien. Quelle définition vous donneriez, vous ? Alors pour moi, le gros hacking, c'est vraiment un ensemble de techniques à la fois commerciales, marketing, expérience client et également produit. L'enjeu, c'est finalement, au-delà du marketing, moi, que j'adresse, c'est se dire comment, en fait, ces leviers-là, on va les faire vivre ensemble pour générer, en fait, de la croissance, et ce, hyper rapidement. Et quand on dit gros hacking, fatalement, il y a la notion de hack. Donc, hack, ça veut dire aussi contourner un peu le système. Et du coup, se dire quelles sont les techniques, les astuces qui vont me permettre un peu de disrupter les choses de manière à les capter de la croissance et générer de la croissance. Et après, il y a le gros marketing où là, on va se dire finalement, c'est un sous-pan de la discipline. On se dit quelles actions, et en l'occurrence, c'est du web marketing qu'on va activer pour aller générer de la croissance au travers de ces actions-là. Donc, ce serait du marketing de la croissance si on traduit en français ? Traduire, c'est trahir, c'est pas très... Traduire, c'est trahir. Oui, mais du coup, en fait, en effet, il y a le marketing de la croissance, mais ça va prendre également, c'est pas le terme, mais ça va englober plus que le marketing, ça va embarquer le commerce, l'optimisation produit, la relation client, etc. Donc finalement, c'est réfléchir à un cercle vertueux qui va nous permettre d'aller générer de la croissance, et notamment de la croissance rapide. Et c'est vrai que les startups utilisent ces outils-là pour faire de l'hypercroissance comme on le connaît dans ces univers-là. On va continuer avec Kylian, parce que Pierre, il est encore plus pointu que vous, je pense, sur le truc. Donc ça va faire une espèce d'évolution de la définition de ce mot. Kylian, pour vous, donc je rappelle que vous êtes fondateur de NetLabo, une agence de marketing digital. C'est quoi pour vous le gros hacking ? Alors pour moi, le growth hacking, il va dans un contexte bien particulier. C'est-à-dire, on va pas, moi par exemple, je ne vais pas toujours pousser du growth hacking à mes clients, je ne vais pas toujours les conseiller de le faire. C'est souvent quand on est, par exemple, sur des marchés où on a besoin d'une croissance très rapide et on arrive pas forcément à l'avoir avec des canaux d'acquisition, on va dire, traditionnels. C'est-à-dire qu'on va devoir soit grossir très vite, donc prendre plein de canaux, soit on est sur les canaux, on va dire, traditionnels d'acquisition sont bouchés, parce qu'il y a trop de concurrence ou ce genre de choses. Et c'est là où on va mettre des techniques qui sont, on va dire, novatrices
ou que nos concurrents n'utilisent pas forcément pour aller toucher nos prospects, enfin des potentiels prospects, avec des nouvelles façons. Donc on va essayer de doubler notre concurrence via du growth hacking, et souvent c'est des techniques qui sont novatrices ou qui demandent des moyens techniques et du développement informatique, ce genre de choses que nos concurrents ne savent pas forcément faire. Donc pour moi, le growth hacking, c'est dans un contexte quand vraiment on a besoin de faire du growth hacking, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que des fois, on peut arriver à avoir une croissance rapide sans faire forcément du growth hacking. Il y a toujours une notion d'innovation chez vous. Oui, parce que toujours dans l'innovation. Voilà, pour moi, le growth hacking, c'est quand on fait quelque chose de plus que nos concurrents, soit pour aller plus vite qu'eux, soit pour toucher les personnes d'une autre manière. Donc pour moi, c'est ça le growth hacking, et quand il y a c'est forcément novateur parce que des fois, il y a des techniques qui arrivent sur le marché, elles sont nouvelles, donc pour moi, c'est du growth hacking, mais 2 ans plus tard, si tout le monde les utilise, elles deviennent bouchées, et donc du coup c'est plus du growth hacking pour moi. Et on double pas les concurrents en fait, parce que l'idée c'est d'être toujours en tête de course, quoi. C'est ça. Pierre, je disais vous êtes hyper pointu sur le sujet. Alors il va falloir être bon là sur la définition. Effectivement, mes 2 collègues ont très bien présenté en fait ce qu'était le growth hacking. C'est, je pense, un état d'esprit. Comme le disait Kylian, effectivement, pour nous, en tout cas à l'agence Swimming Pool, on peut être d'accord ou pas. Effectivement, le growth hacking, c'est quelque chose de nouveau. Quand on met le retargeting, n'hésitez pas à lever la main s'il y a un... Oui, le targeting, c'est quoi ? Le retargeting, c'est le fait qu'une personne passe sur votre site web, elle accepte les cookies, et donc elle tombe dans une liste d'audience de diffusion, et elle va être, on va dire, dans une liste qui va lui adresser les pubs en lien avec votre site web. Ça, le retargeting, comme le dit Kylian, c'était peut-être de l'ancien gros hacking. Aujourd'hui, ce n'est plus du gros hacking, c'est un levier traditionnel d'acquisition en fait. Sachant que dans le numérique, on a l'impression que les traditions, ça change tous les 18 mois. Hein. Surtout en période de Covid, où effectivement... C'est pas des traditions séculaires, quoi. Au bout de 6 mois, effectivement, maintenant, on observe des tendances qui disparaissent en 6 mois. Et c'est vrai que ça pose question un peu sur ce qu'on va faire demain, parce que là, aujourd'hui, je trouve qu'on arrive sur du gros hacking très poussé, et que vous dire... Alors, il y a 1 an, j'aurais pu vous dire, en fait, le gros hacking actuel, on le prépare depuis 2 ans. On va en reparler un tout petit peu en détail après, donc je ne vais pas non plus spoiler vraiment. Mais le gros hacking actuel, on le préparait il y a 2 ans. On ne le mettait pas en place parce que les entreprises n'étaient pas alignées, marketing-vente, n'étaient pas... ça leur faisait peur, ces mots-là. Et du coup, vous dire ce qu'on va faire dans 1 an, aujourd'hui, ça devient plus compliqué qu'il y a 2 ans, parce qu'on a un peu usé beaucoup de choses. Alors, est-ce que ça sera le retour au physique ? C'est possible ? C'est une vraie question. Pour contextualiser, on parle de quel marché ? On est en B2B, en B2C, ça marche chez le boulanger du coin, ou c'est interentreprise ouais. Kylian ? Moi, je l'utilise à 90% pour du B2B. Donc pour générer des alors pas que pour générer des prospects, mais beaucoup pour générer des prospects dans des contextes B2B. Vous aussi ? Ouais. C'est un vrai intérêt en B2B en fait, on a l'impression. C'est pas que les startups, parce que c'est venu des startups il y a 10 ans. Ouais, alors parce que les startups ont une agilité et cette capacité de changer de bord chaque matin, et que les grandes entreprises n'ont pas toujours, mais au fur et à mesure, elles commencent à avoir de plus en plus d'agilité. On le voit bien au travers de toutes les discussions, que ce soit aussi la conférence juste avant, où il y a une vraie remise en question, il y a un vrai chemin qui a été fait par les grandes structures, qui ont bien compris que si elles ne bougeaient pas, elles mourraient. Et pour revenir à ce que je disais avant, oui, effectivement, le gros hacking en B2C, vous risquez de rentrer dans quelque chose d'assez pervers, c'est-à-dire, on va parler de GDPR tout à l'heure, RGPD, voilà, de RGPD, et en fait, le gros hacking ne fonctionne pas très bien, à l'heure actuelle en tout cas, avec le B2C. Est-ce qu'on a des exemples, je reste avec vous, Pierre, des exemples concrets, une campagne lambda de gros hacking qui marche pour une TPE, en 2 mots, c'est quoi très concrètement ? Pour qu'on comprenne vraiment bien les enjeux. Oui, bien sûr. On va commencer par un atelier juste pour bien définir le ciblage, les attentes de l'entreprise, quel type d'interlocuteur elle a besoin d'avoir pour vendre son service. Une fois qu'on a fait cet atelier d'à peu près 2 heures, on va donc ensuite aller sur un outil qu'on aime tous sûrement dans le B2B, c'est Sales Navigator. Sales Navigator qui est un outil de prospection très puissant parce qu'elle est remplie d'une base de données merveilleuse.
Et on va brancher à Sales Navigator un outil qui s'appelle Phantom Buster. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recherche dans Sales Navigator, on va filtrer tout ce qui nous intéresse, et on va envoyer ce petit lien dans Phantom Buster qui va venir scraper la donnée. Donc, scraper la donnée, avant que tu m'arrêtes, voilà. Scraper la donnée, c'est avaler la donnée. C'est l'avaler à très haute vitesse, c'est-à-dire que en une journée, on peut avoir 4, 5, 6 000 profils, et de manière très qualitative. Mais à partir de là, c'est pas suffisant parce qu'une fois qu'on a avalé la donnée, il faut l'enrichir. Il y a un outil, si vous ne l'avez pas, prenez-le direct. Monsieur, j'arrive à lire sur vos lèvres, c'est Drop Contact, qui est merveilleux, qui va effectivement venir enrichir votre donnée. Et donc, vous allez avoir une base de données de, allez, on va dire 15 colonnes à la base, qui va être au final de 40 colonnes avec le code NAF, le secteur d'activité, le résultat net de l'entreprise de l'année dernière, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, et j'en passe. Et du coup, cette liste, vous allez ensuite venir l'intégrer. Alors, il y a 6 mois, on aurait dit Prospectin, et maintenant, en fait, c'est Wallaxy. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'automatisation, donc dans lequel vous allez pouvoir créer des workflows d'automatisation, dans lequel, en fait, vous allez pouvoir envoyer de l'invitation, entre guillemets, en masse, parce qu'il y a des quotas à respecter quotidiens. Donc, des quotas d'invitation. Quand une personne a accepté cette invitation, donc d'un profil LinkedIn, d'un faux profil si on ne veut pas prendre de risques, parce qu'on peut vite pourrir un profil LinkedIn avec des campagnes de gros hacking. Et ensuite, donc, quand les gens acceptent ces demandes, 24 heures après, 48 heures après, ils vont recevoir un message assez direct, bien tourné. Il ne faut pas qu'on comprenne qu'il y a une sorte de prospection, en fait, une démarche commerciale, et donner envie de discuter. Et parfois, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de mettre directement dans le message un lien. Donc il y a un monsieur, j'ai intervenu cet après-midi pour parler de Calendly. Bon, je ne sais pas s'il connaissait ou pas cet outil. On va venir intégrer du Calendly. Si vos forces commerciales aujourd'hui n'ont pas de Calendly, mettez-leur Calendly. Si vous êtes sous la suite Office, mettez-leur du Bookings, qui est gratuit du coup dedans. Et en fait, je déteste les solutions qui vont vous demander une démo. Ils vont vous envoyer un mail pour savoir vos disponibilités. Vous allez leur donner. Ils vont vous dire non, ça je peux pas. Bref, 3 mails, ça fait en grammes de CO2, ça doit faire 60 grammes de CO2, quelque chose comme ça. Et en fait, Booking, c'est quoi? C'est une solution qui est matchée sur l'agenda de Kylian. Par exemple, Kylian m'envoie son lien Booking sous Calendly. C'est matché sur son agenda. Je sais que tel jour, il n'est pas dispo. Et du coup, je prends mon rendez-vous. Il n'y a pas eu d'échange de mail. Et ça se met dans son agenda, dans le mien. Et on n'a plus qu'à s'appeler le jour J. Et ça, quand effectivement, pour une flotte commerciale, on est capable de générer, sans qu'elle ne passe un appel, sans qu'elle fasse de prospection, des rendez-vous qualifiés. On appelle ça plutôt des R0, de la pré-qualif, si vous avez des BDR, des SDR. Je ne sais pas si ça vous parle, ce genre de petits mots là, de petits acronymes. C'est la voie royale, je trouve, en tout cas pour l'optimisation. Partant du principe qu'un échange commercial doit toujours être gagnant-gagnant, toujours, quoi qu'il arrive, parce que sinon c'est un échange commercial raté d'une certaine manière. L'échange commercial, il va être là, il est gagnant-gagnant. Il y a quand même la question de la data. Vous êtes allé chercher des données, et c'est pour ça que vous faites du B2B, vous le disiez, sans demander l'avis des personnes qui sont en face. Et c'est en ça qu'on parle de hacking, finalement. C'est parce qu'en fait, on est un petit peu sur le fil, quand même, en termes de relations prospect. Il n'y a pas de relation prospect au préalable, je vois. Oui. Kylian. Donc, en fait, pour moi, on a le droit de démarcher une entreprise tant qu'on ne le fait pas en masse. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, prendre 10 000 adresses mail d'entreprise et envoyer le même mail à ces 10 000 personnes une seule fois. Ce qu'on a le droit de faire, c'est contacter une par une ces personnes sur leur adresse mail, normalement en donnant un lien dans notre mail de désinscription. Voilà. Vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Donc ça, pour l'instant, aujourd'hui, c'est toujours autorisé. Après, si je peux donner un autre exemple aussi de crowd hacking, avec plaisir, j'allais vous le demander. Assez concret. C'est par exemple aujourd'hui pour une solution, disons logicielle, j'ai besoin c'est une solution qui s'adresse au RH des entreprises. Je vais regarder comment toucher ces RH. Ça va être première solution, ils vont taper dans le moteur de recherche Google logiciel RH pour gestion de paye, je sais pas. Et là, on va voir que dans Google, il y a déjà 15 annonces
Il y a le référencement naturel a déjà été, enfin il y a des entreprises, on va mettre des années pour les rattraper dans leur référencement naturel. Qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour toucher les RH? On sait que le canal Google est bouché, et bien c'est là on va aller prendre un autre canal pour les toucher par mail. Et pour trouver ces mails, on va faire ce qu'il a dit, du scrapping, donc aller chercher des contacts, les enrichir pour être sûr qu'on a les bons contacts, pour connaître leur entreprise, etc. Mais tout ça de manière automatique, pour ensuite, après, pouvoir leur envoyer un mail où on va les appeler par leur prénom, on va savoir combien il y a de personnes dans leur entreprise, on va savoir exactement le poste de ce RH, et tout ça, ça va être dans le mail. Ce mail est compilé de manière automatique, et on va l'atteindre de cette manière-là. Ça, c'est un exemple aujourd'hui, pour moi, de growth hacking. Vous travaillez aussi sur des faux profils, par exemple, pour faire de l'envoi. Je ne sais pas si vous êtes calée en la matière, Émilie, sur la question des faux profils. Non, je ne me prononcerai pas là-dessus. Alors Pierre, allez-y sur les faux profils pour faire de l'envoi de demande d'invitation en masse. Ouais, effectivement. On vient avec un masque, en fait. LinkedIn durcit les règles du jeu. Néanmoins, ils ont à cœur qu'on utilise. Alors pourquoi LinkedIn déjà? Ça c'est intéressant parce que tout le monde est sur LinkedIn aujourd'hui. C'est vraiment le réseau social. Et deux choses en plus qui est hyper intéressante avec LinkedIn, c'est que vous vous êtes inscrit avec votre numéro de téléphone portable. Donc quand on a un service de télémarketing, donc c'est le cas à l'agence, et qu'on doit faire de la pré-qualif pour nos clients, appeler un 06 versus avoir un barrage et d'avoir un assistant, une assistante qui nous dit non, il n'est pas dispo, rappelez. En fait, le 06, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et de plus en plus, LinkedIn, effectivement, vient avec une base de données de folie, nous faire plaisir quand on est dans le B2B, ça c'est clair. Pourquoi des faux profils? Alors, je pense qu'on travaille tous notre self-branding. C'est très important au fil des années. On se rend compte, au début, LinkedIn était un CV. Maintenant, c'est justement, on parle de self-branding parce que on travaille peut-être nos futures conférences qu'on pourra justement être vu, et on se dit que ça peut être intéressant pour notre entreprise. On devient soi-même un produit en fait sur LinkedIn. Tout à fait. C'est vraiment l'idée. Ouais. Du micro-influencing presque pour vos entreprises. On parle de social selling aussi, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est un peu lié tout ça. Donc le faux profil, pourquoi? C'est pour éviter de, entre guillemets, pourrir votre profil. On va pas utiliser un faux profil. On va pas utiliser votre profil pour aller ajouter en masse 1000 personnes d'un coup que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas, à qui vous allez envoyer des messages à la volée et tout. Ça risque de vraiment vous desservir. Et en plus de ça, effectivement, il est possible, en ce moment LinkedIn durcit les règles du jeu, comme je disais, de vous faire shooter, de vous faire striker. Si vous voulez vous lancer dans le gros hacking, il y a des règles à respecter. Déjà, votre profil doit avoir plus de 6 mois de durée de vie, d'espérance de vie, pardon, d'historique. Voilà, d'historique, merci. Il doit avoir 6 mois d'historique. Vous devez avoir plus de 500 relations. Et vous devez quand même avoir un comportement qui ressemble à celui d'un être humain, en tout cas de ce qui s'en rapproche le plus. Donc même un faux profil, c'est peut-être une mission de stagiaire par moment dans une entreprise, mais c'est effectivement, faut les animer, ces faux profils, faut qu'on ait l'impression que ce sont des vraies personnes derrière, que ce ne soit pas des faux profils qu'ils partagent, qui mettent des likes. Donc si vous avez des outils comme Limber par exemple pour faire du social selling chez vous, intégrer ces faux profils si vous avez des licences en rap dedans, et ils prendront la parole, et comme ça on a l'impression qu'ils existent vraiment. Voilà. Il y a quand même d'ores et déjà, quand on entend tout ce que vous dites, il y a un intérêt à utiliser toutes ces méthodes et ces techniques, parce qu'en fait on se rend compte que le gros hacking c'est des techniques et qui évoluent sans cesse, tous les 18 mois quoi. Grosso modo, c'est centré sur le test and learn. C'est vraiment du marketing centré sur le test and learn, et de manière très directe et presque à la seconde ou quoi. Alors qu'il y a quelques années encore, on était sur des pratiques de marketing, communication, etc. où on n'avait pas forcément de retour sur expérience. Là, c'est immédiat. Je vous lance, Émilie. Oui, tout à fait. C'est le propre du digital finalement, et le gros hacking en est en effet une nouvelle technique. De toutes les manières, l'idée c'est qu'en fait, en effet, on est toujours à
A/B tester en fait tout le temps. On teste des versions de publicité, on teste de nouvelles techniques et on voit si ça prend. Et c'est le principe du hack finalement. On teste un truc, on voit que ça cartonne, et on se dit ok, ça va me permettre de générer de la croissance. Les enjeux aussi, c'est notre capacité en fait à traquer, à être capable de mesurer en fait les actions sur le plus ou moins long terme en effet. Et là, ça nécessite d'avoir des plans de tagage, du suivi quotidien, etc., qui vont nous permettre de. Il y avait un petit bruit. Ouais, il y a un talkie-walkie. Un talkie-walkie Voilà, qui vous laisse inviter à la conférence. Donc oui, c'est un enjeu. Bon, de toute façon, maintenant, avec le web, on est obligé. Et puis aujourd'hui, les clients qui nous font confiance viennent pour la notion de performance et de retour sur investissement. Donc, de toutes les manières, il y a un enjeu de perf qu'on avait... Que le print, le papier, tout ce qui est levier de communication classique, aujourd'hui, on peut pas l'apporter avec autant de traçabilité et de transparence. Kylian, justement, vous avez créé Data Blaster aussi pour avoir ce retour sur expérience. Expliquez-nous, c'est vraiment un outil qui récolte des données et qui peut les transmettre, ce que je disais, dans la seconde, quoi. Oui, alors en fait, alors juste pour parler un peu de la data, des données, en gros, qu'on va récolter quand on fait des opérations de marketing, que ce soit du growth hacking ou que ce soit du marketing via des régies publicitaires. L'intérêt pour moi de toutes ces données, c'est déjà de comprendre la performance et aussi de comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire en fonction de ces données, donc moi avec mon expérience, je vais pouvoir voir par exemple une pub, si il y a 3 personnes qui cliquent dessus sur 100, je sais si c'est bien ou si c'est pas bien. Si j'ai que 1%, il faut que je le voie tout de suite et ça veut dire peut-être que mon message n'est pas le bon, etc. En fait, les données, elles servent à nous indiquer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et ça, on peut le faire vraiment à une très grande finesse et on peut savoir exactement, par exemple, il y a plein d'exemples, mais on peut savoir exactement qu'est-ce qui ne fonctionne pas grâce à ces données. L'outil que j'ai créé, en fait, il va récolter automatiquement les données de nos régies publicitaires. Par exemple, si on fait de la pub sur Google, on fait de la pub sur les réseaux sociaux, il va intégrer ces données, les centraliser et nous faire des rapports automatiques pour qu'un consultant ou un décisionnaire puisse voir rapidement qu'est-ce qui marche pas dans ces campagnes publicitaires. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu ça l'intérêt de la donnée et il faut l'utiliser. Moi, souvent, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir et ils me disent on a Google Analytics, etc. Mais ils s'en servent jamais. Voilà, ils savent pas s'en servir. C'est vrai que ça peut être un peu une usine à gaz. Mais il faut alors soit se former, soit prendre de l'aide sur ces sujets parce que ça va vraiment permettre de savoir qu'est-ce qui fonctionne pas sur notre site web. Et donc ça, voilà, c'est important de le faire, je pense, pour toutes les entreprises qui veulent faire du marketing digital ou même qui ont un site web, de comprendre qu'est-ce qui marche pas sur leur site. En fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que parfois, en fait, il y a la question du message qu'on envoie, la question du call to action, de l'appel à l'action, des visuels qu'on va utiliser, également des audiences qu'on va cibler, qu'on va targeter. Et in fine, en fait, on peut vraiment avoir des performances qui sont vraiment très variables avec tous ces éléments-là. Et l'idée aussi, c'est dans cette logique de test and learn, se dire quelle est la bonne recette pour atteindre en fait mon cœur de cible. Oui, c'est affiner vraiment au maximum. Ouais, affiner. Parce que là, on a l'impression effectivement qu'au départ, c'est des envois en masse, mais en fait, non. L'objectif pour le développement de l'entreprise, c'est d'affiner le target, comme vous dites, la cible. C'est la base. Hein. Ouais. C'est la base. C'est se dire aujourd'hui de quoi a besoin ma cible. Quels sont. Enfin, moi, j'aime bien parler des pain points en fait de la cible. C'est quoi ses problèmes en fait dans la vie et comment moi en face en tant que prestataire je peux répondre à ses besoins. Et moi, j'ai l'exemple de. Justement, j'allais y venir. Vous avez un bel exemple là-dessus. Hein. Alors, il y avait l'exemple. Peut-être que vous connaissez la société les Mini-Mondes, pardon, qui est une société nantaise qui à la fois qui produit en fait un magazine éducatif, donc pour les enfants de 4 à 7 ans, si je ne dis pas de bêtises.
bêtises. Et cette entreprise fabrique également des jouets en papier recyclé, en matériel recyclé. Et l'idée était de se dire, c'est un outil pour les enfants, c'est un service pour les enfants, et c'est également un service pour les parents. Et en fait, en grosse marketing, on se dit, c'est quoi le job to be done? Le job to be done, c'est ce pourquoi en fait mon consommateur va consommer, va utiliser en fait mon service. Et aujourd'hui, finalement, quand on se met dans la peau de la cible, c'est-à-dire des parents, le parent, il a à cœur, au travers du magazine éducatif, que son enfant ait une ouverture d'esprit sur le monde, puisqu'on va l'ouvrir au monde, notamment aux pays étrangers. Ça, c'est super. Mais ce qu'on recherche aussi en tant que parent, avec la période qu'on a vécue, le Covid, le confinement, etc., on recherche aussi à ce que nos enfants soient occupés. Et là, en fait, on a la réponse. Donc là, on a le magazine et puis les jouets. Et finalement, le job to be done ici, et là en l'occurrence, on sort de la logique B2B, puisque le gros marketing a utilisé dans des enjeux B2B, eh bien on se dit, quelles sont en fait les problématiques de mes parents? Oui, il faut que mes enfants soient occupés. Donc par exemple, on peut aussi utiliser, se dire, je peux créer du contenu qui sera téléchargeable gratuitement, qui va me permettre de récolter des emails, et ensuite je vais faire rentrer en fait mon lead dans du séquençage emailing. Et là encore, en l'occurrence, l'idée était de pousser en fait des téléchargements de modèles de coloriage en fait gratuits. Parce qu'il faut occuper ses enfants. Et donc là, on rentre dans des mécaniques où on va pouvoir séquencer et prendre la parole, échanger. Et voilà. Donc là, vous voyez, l'idée, c'est de se dire... On est en B2C, en fait. Hein. On est en B2C, on utilise le contenu. Ouais, c'est possible. Et là, on parle de lead magnet. C'est comment, en fait, vous voyez, le magnet qu'on colle sur son frigo, c'est comment je suis capable d'attraper mon lead, en lui proposant, en fait, du contenu qui va être sympa et qui résonne avec moi, avec ce dont j'ai besoin en tant que cible. Voilà. C'est intéressant tout ça pour le développement effectivement et l'efficacité de l'entreprise, mais aussi de son réseau web de base. Combien ça coûte? Alors, ça ressemble à une campagne finalement. Avant on faisait des campagnes de pub, aujourd'hui on n'est plus obligé, on peut faire des campagnes de gros hacking. C'est un petit peu, ça remplace un petit peu, même si c'est pas forcément valable pour toutes les entreprises. Mais combien ça coûte à mettre en place, et est-ce qu'on a rapidement un retour sur investissement? Est-ce que vous connaissez des cas où ça a pas marché en fait, ou parce que c'était pas ciblé peut-être tout simplement, je ne sais pas. Kylian, allez, pour commencer, puis Pierre ensuite. Alors au niveau des coûts, moi quand même ce que je constate, c'est que c'est souvent assez intéressant le retour sur investissement qu'on a avec du growth hacking, surtout quand on passe pas par des régies publicitaires, parce que extraire des mails ou aller toucher les personnes avec des automatisations ou ce genre de choses, souvent on va juste payer des outils pour mettre ça en place. C'est des abonnements mensuels, etc., qui ne sont pas forcément très chers, et on est souvent gagnant de ce côté-là. Donc voilà, donc pour moi, après, ça a un coût, bien sûr, de mise en place, etc. Ça prend du temps. Il faut une compétence. Il faut qu'au moins une personne dans l'entreprise ait cette compétence. Suivant le growth hacking qu'on veut faire, il peut y avoir des compétences de développement informatique, ce genre de choses. Souvent, c'est le cas. Donc là, oui, il faut ces compétences-là ont un coût. Mais ce qui est pas mal, c'est qu'au moins on paye un développeur informatique plutôt que de donner de l'argent à Google, ce qui, je trouve, est des fois pas mal. Et plus sympa. Ouais. Pierre, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'échappe. Un peu le coût, un peu tout ça. Ouais, alors non, c'était pas du tout le coût. Non, alors d'autant que quand on lance une campagne, on la lance, il y a une journée de travail, grosso modo, en fonction de la campagne, et puis après elle travaille toute seule, en fait, un petit peu si vous avez trouvé la recette magique dès le début, oui, tant mieux. Ouais, c'est ça. Là, effectivement, on a changé 3 fois un truc aujourd'hui sur une campagne en cours. Ah, voilà, donc c'est pas si simple que ça, quand même. C'est pas si simple que ça, mais c'est effectivement grâce à la donnée. Si vous faites de l'acquisition digitale et que vous travaillez sans données, félicitations à vous, en tout cas. Vous perdez sûrement de l'argent. Effectivement, comme le disait Kylian, et j'ai découvert son outil juste avant, parce qu'on s'est croisés là juste avant. Nous, on utilise à l'agence un outil concurrent, mais qui n'est pas français. Et effectivement, ça fait partie des choses qu'on aime bien. Donc peut-être que c'est tant mieux pour toi. La donnée, c'est l'étape 0 d'une stratégie digitale. C'est le data-driven, c'est-à-dire que combien d'entreprises font des choses pendant des années sans se rendre compte qu'en fait, elles perdent leur temps.
Donc on change effectivement, oui, des choses tous les jours, tout de même. Donc ouais, Néanmoins, ça demande quand même une compétence et une présence physique dans l'entreprise si on veut mettre en place des campagnes, quoi. de toute façon, pour toute action digitale, il faut être assez rapide, on va dire, en termes de réactivité. Donc on peut pas lancer une campagne même en AdWords, même en Facebook, en LinkedIn, ce que vous voulez, sans la regarder au moins 4 fois par jour. Déjà parce que ça prend 2 minutes et ça peut permettre effectivement des fois d'économiser 200 à 300 euros qui partent dans le vent. Donc non, faut regarder souvent. Par contre, la chose, quand je dis qu'on a modifié 3 trucs sur une campagne, c'était 3 trucs sur des ciblages différents. Ne faites pas une modification. Si c'est pour la remodifier 2 heures après, il faut que vous ayez le temps de capitaliser de la donnée forcément pour mettre de l'intelligence dans vos optimisations pour sûr. Ouais. Maintenant, en B2B, alors nous effectivement, Swingpool, on travaille plutôt dans l'IT, donc effectivement aujourd'hui il y avait plein de choses qui me parlaient beaucoup, c'était intéressant. Un lead, il peut coûter 120, 200, 500 euros. Nos clients s'en fichent parce qu'effectivement derrière c'est souvent 1 million d'euros, 2 millions d'euros, voire plus. Donc ils ne regardent pas trop la dépense quand ils nous donnent l'argent. Par contre effectivement si on arrive chou blanc derrière, ça peut faire mal. Et ça peut arriver. Faut presque le faire exprès quand même parce que voilà. une campagne c'est la solution quand même qui fonctionne tout le temps, quoi. Quasiment. Pour le moment, ouais, c'est la tendance. Effectivement, il y a 1 an, on faisait du LinkedIn Form, on faisait du webinar, du replay de webinar à volo. On en a tous bouffé, on s'est tous inscrits à des webinars sans y aller, puis après en fait on était rappelés et c'était horrible. Là aujourd'hui en 1 mois pour une campagne B2B, si le produit est bien, si l'approche est bonne, on peut générer à peu près 70 leads préqualifiés par mois. Ça ne veut pas dire des leads qualifiés, des leads préqualifiés. Ensuite ils sont préqualifiés évidemment par le télémarketing. Je pense qu'on peut dire un bon 10% quand même et dans le on va dire dans le lot final. Donc ne pas signer quelque chose, faudrait presque le faire exprès. Et ça pose également la question de la compétence que je pose depuis tout à l'heure. Vous, Émilie, par exemple, vous êtes formée via une plateforme. Expliquez-nous en fait comment ça fonctionne. Alors oui, moi à la base j'ai un diplôme, un master en communication et marketing, classique. Je me suis formée finalement en agence pendant 10 ans, marketing digital, faire du traffic management, Google Ads, etc., du content. Et là oui, c'est une plateforme en fait disponible en ligne où en fait on suit un programme qui s'appelle Marketing Flow et donc l'idée c'est contre un coût en fait à l'année, on va avoir accès à des masterclass, à des replays, à des échanges et également à une série de hacks parce que finalement, il y a il y a les enjeux de ciblage, de positionnement sur le marché, et puis en effet, tous les outils de hacking qu'on va pouvoir utiliser pour aller générer de la croissance rapidement. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, l'outillage en fait tech qui va nous permettre. Et après, il faut le faire, quoi. C'est comme dans plein de domaines, il faut pratiquer. En fait, en web, il faut vraiment mettre les mains dans le cambouis. Hein. Oui. Et il n'y a pas d'école aujourd'hui qui apprennent ça aussi. À la base, j'ai fait un master en marketing aussi, marketing et communication. Et en fait, dans mon dernier stage en agence de communication sur Nantes, il y a des mots comme HTML, CSS, que ça m'énervait de ne pas comprendre en fait, parce que j'avais l'impression de ne pas aller au bout des choses. Et à l'époque, l'État nous proposait, c'était super cool, en 1 an d'être certifié d'un 2e master. Chose que j'ai faite direct. J'aimais pas l'école, mais bon, même si on ne recrute pas normalement sur des diplômes. Quelqu'un qui a un double master et qui n'aimait pas l'école, ça donne de l'espoir pour plein de mauvais élèves. En fait, là où, par contre, et c'est pour ça qu'il y avait un truc qui me faisait un peu réagir sur les personnes qui disaient tout à l'heure que les jeunes sont pas habitués au monde du travail. Faut savoir que, alors aujourd'hui c'est plus le cas quand on voit les dernières générations. Faut savoir que nous, j'ai beau passer le B2I et tous ces trucs-là, j'ai eu un ordinateur entre les mains qu'à partir de mes études supérieures. Et c'est à partir de là que j'ai appris à aimer l'école parce que j'écoutais pour avoir 10 sur 20 et mes diplômes, mais j'ai appris tout ce que tu disais avant sur le digital en fait en cours. J'ai mis les mains dans le cambouis, je faisais n'importe quoi, je mettais 20 balles sur AdWords et tout ça, et puis voilà. Et effectivement, tout se fait à la mano, quoi. Mais, dans le digital, il faut faire, quoi. Non, mais ça reste quelque chose de très pragmatique, en fait. Je peux peut-être ajouter un truc. Peut-être que Kylian, non, vous avez J'avais juste une école au cas où, c'était Digital Campus, là où j'ai été. C'est pas pour leur faire de la pub, ils sont implantés partout, mais il y a des écoles qui commencent à arriver. Il y a des vraies écoles, dans le domaine. Mais c'est important de le dire, bien sûr. Oui, au niveau de la formation, moi je trouve qu'en France, ça a beaucoup bougé ces dernières années.
Depuis 2 ans, je trouve qu'on peut de plus en plus facilement se former. Moi, avant, il y a plus de 2 ans, je me formais systématiquement avec des formations qui venaient des États-Unis, exclusivement, parce qu'ils étaient toujours en avance. En France, je trouve qu'on rattrape le retard depuis 2 ans, donc c'est plutôt bien, parce que les gens comprennent que le growth hacking, c'est des choses qui fonctionnent, et qu'on peut le faire en France, et maintenant on sait aussi transmettre ça en France, même si souvent quand même il y a des techniques qui viennent toujours des États-Unis, mais on les assimile plus rapidement, je trouve, aujourd'hui. Et quelles que soient les ressources qu'on met là-dedans quand on veut développer donc une campagne dans l'entreprise, que ce soit interne, externe ou autre, vous me disiez tous d'ailleurs qu'il fallait que le client, ou qu'en tout cas celui qui utilise cette campagne soit vraiment le relais et soit actif. C'est un peu ce que vous disiez Pierre, c'est-à-dire qu'à un moment il faut quand même aller tout le temps checker, etc., éventuellement modifier des choses. Donc ça veut dire que quand on met en place ce type de campagne, il faut vraiment être actif et agile, obligatoirement. Vaut mieux, parce que à moins que vous Et ayez puis se faire effectivement... aider, parce que s'il y a un prestataire extérieur qui met en place la campagne, il faut quand même toujours se faire accompagner, du coup, si on n'a pas la compétence en interne. Effectivement, moi je me positionne du point de vue des agences, et effectivement notre job c'est que des annonceurs nous donnent de l'argent. Par contre, effectivement, il y a des fois où nous, parce que c'est aussi notre métier je pense, on souhaite transformer les entreprises avec lesquelles on travaille pour aller plus loin. C'est-à-dire que des fois, on donne des tips, on l'a eu encore récemment avec un client, on leur a dit mais engagez quelqu'un parce que là en fait vous nous donnez des centaines de milliers d'euros par an et en fait embauchez quelqu'un, vous allez peut-être nous donner moins mais nous on va aller plus loin avec vous. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné on serait je pense en défaut de conseil de ne pas leur dire d'embaucher quelqu'un parce ils avaient un responsable marketing, un responsable communication mais pas de responsable digital aujourd'hui. Et c'est effectivement ce responsable digital de demain qui va pouvoir mettre en place donc des campagnes LinkedIn, des campagnes AdWords, et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin en tant qu'agence de communication sur des leviers de mass média, parce que c'est des sites web à 2 millions de visites par mois, chose qu'aujourd'hui ils ne seraient pas capables ou dans l'état d'esprit de faire. Sauf qu'il faut bien qu'on les emmène plus loin si on souhaite aller également avec eux plus loin. Émilie ? Merci. Comme tu veux. Merci. Je suis complètement d'accord avec toi, Pierre. Et moi, j'ai fait l'agence et également l'annonceur, donc côté entreprise. Et en fait, on se rend compte que parfois, en fait, les leads, les contacts qui sont envoyés par le marketing, ils sont pas forcément super qualifiés. Donc, il y a aussi la question de l'alignement entre le marketing et le commerce. Et bien souvent, même nous, en tant que prestataires, on va aller générer des leads. Et finalement, on n'a pas forcément de retour sur, OK, on a un retour sur la quantité de leads parce que nos outils nous le permettent, mais pas sur la qualité. Et que, du coup, il y a un décalage qui peut générer de la frustration, etc. Donc, c'est cette logique, là encore, d'échange et de binôme qui va être super important parce que si la qualité de lead, elle n'est pas assez forte, donc le lead n'est pas assez chaud, enfin voilà, on investit de l'argent. En plus, Google, LinkedIn, on a quand même des coûts d'entrée qui ne sont pas neutres. Donc, il faut être rentable de bout en bout. On a le temps d'aborder une dernière question, à la fois sur l'aspect légal et sur l'éthique. Alors, tous, vous êtes quand même à la limite, des fois, au niveau de l'éthique, et en même temps, vous avez quand même une démarche qui essaie d'être vertueuse. Alors, expliquez-nous, Pierre, vous prenez tout de suite le micro. Ouais, effectivement, parce que peut-être que vous en avez parlé, je sais qu'on en a parlé en tout cas. Dans ces techniques de gros hacking, pour reprendre vite fait ce que dit la RGPD à ce sujet, effectivement, en B2B, on a le droit de contacter une entreprise. Si par exemple, moi je construis des pneus et que vous construisez des voitures, j'ai le droit de vous contacter en fait, parce que la logique de démarchage commercial paraît normale. Vous êtes une entreprise de voitures et vous vendez vos produits. Faut pas être hypocrite. C'est-à-dire que quand moi j'ai des choses à vous vendre, mais vous aussi vous avez des choses à vendre. C'est normal que la roue tourne à tourner, c'est ce qu'on disait. Hein, et par contre, la deuxième loi aussi qu'il faut respecter entre guillemets, c'est que si, par exemple, vous travaillez toujours sur ces voitures. Vous êtes client, nous on construit des pneus et des... je ne connais pas trop en voiture. Des essuie-glaces. Des essuie-glaces, merci. Vous êtes client de notre solution d'essuie-glaces, j'ai le droit de vous contacter aussi, mais ça peut être quelqu'un d'autre dans votre entreprise, plutôt le département pneus, justement parce que vous êtes déjà client chez nous. Ça, dans la loi GDPR,
On a le droit de le faire. Il n'y a pas eu de jurisprudence pour le jour, on peut toujours. Et le dernier point, et là comme ça tout le monde est en règle, c'est quand vous contactez quelqu'un, d'ores et déjà vous l'informez sur comment vous avez capté sa donnée. Je pense qu'il appréciera. Et la deuxième chose, c'est effectivement, comme le disait Kylian, de toujours laisser une possibilité de détruire de la base de données, est-ce que c'est de se désinscrire ou de retirer, parce que la personne vous le dit au téléphone, les données du contact. Et donc là, c'est l'aspect légal. Ouais. On a fait le tour au niveau légal, je pense. Hein, oui, vous êtes. En fait, on est Émilie, obligé... oui, non, alors il y a une nuance. Tu veux dire un truc? Non, je le dirai après. Ouais, voilà. Non, allez-y, En fait, Pierre. quand on fait du gros hacking, il y a un autre truc, c'est qu'on regarde forcément le légal. On est obligé d'être en face à face avec le légal pour pas se mettre dans des mauvais draps. Et effectivement, il y a la question de l'éthique. Oui, voilà, c'est là que je voulais On venir. y revient. Vous avez sûrement vu ce reportage, je crois, c'était France 2, France 3, sur Lusha, qui est un outil américain qui permet, donc c'est un tout petit plugin qui se met sur Chrome, et lorsque vous êtes sur le profil LinkedIn de quelqu'un, ça vous donne toutes les infos sur elle, numéro de portable, nanani, nanana. Chose qu'on a un petit peu aussi avec d'autres outils d'enrichissement de données. Et se pose la question de, en fait, Lusha... c'est pas très fair play parce qu'effectivement vous avez rien demandé, c'est votre numéro de portable perso, mais en fait aujourd'hui le perso, le pro, quand vous êtes entre 8h du matin et 9h30, vous n'avez pas changé, c'est la même personne en fait. Donc on peut contacter oui ou non, ça c'est de l'éthique, ça dépend des entreprises. Sachez que des entreprises comme Microsoft, Samsung, avec qui on bosse, et ça me faisait plaisir ce que disait M. Juillet tout à l'heure sur le fait que les Américains considèrent que tout ce qui est sur Internet c'est à dispo. C'est effectivement la logique de ces entreprises américaines aussi en France. Donc parfois on a ce problème ou ce complexe d'infériorité en France à vouloir être trop parfait. N'hésitez pas, si vous voulez vous aussi casser le game, à aller jusque là. Maintenant, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Bicorp, qui est on va dire un label pour être entreprise RSE. Effectivement, ça pose des débats au sein de l'entreprise. Si vous voulez avoir une solution concurrente à Lusha, c'est Casper, qui est français en plus, mais les résultats sont moins cool. Mais vous pouvez utiliser Casper. Mais c'est plus éthique dans la façon de capter les infos. Ouais. Émilie ? Je crois qu'il y a aussi la logique, certes, de consentement, et aussi, moi, je consens à ce que tu m'abordes alors que tu ne me connais pas, si en face, je sens que tu vas m'apporter de la valeur. Et c'est aussi la problématique, en fait, des messages. Je pense que tout le monde dans la salle reçoit pas mal d'invitations sur LinkedIn, et en fait, moi, parfois, il y a des gens, je ne sais pas pourquoi ils me contactent. C'est c'est les cold contacts, en fait, qu'on peut avoir sur... Mais c'est quoi la proposition de valeur en face? Donc moi, en fait, si on me propose... c'est toute cette problématique-là de je veux bien accepter que tu prennes contact avec moi, mais qu'est-ce que je vais avoir en retour? Qu'est-ce que tu m'apportes? Quelle est ta proposition de valeur? Et c'est toujours ça, en fait, l'histoire qu'on a. Enfin, je voyais un de mes anciens boss qui a fait ce post, en fait, en disant... il postait sur LinkedIn en disant ouais, super, arrêtez avec le gros hacking, parce que j'ai reçu 14 invitations en fait en une semaine. Dans les 14, on m'a proposé 10 prestations en référencement naturel, alors même que je pilote une agence de référencement naturel, et 4 contacts pour de l'innovation, alors même que je fais moi-même de l'innovation. Mais du coup, c'est mal fait. C'est la problématique en fait de l'automatisation. Donc l'idée, c'est quand même d'y injecter de l'intelligence, de la personnalisation, du sur-mesure, pour qu'on décide en fait d'accepter la contrainte ou l'interruption que ça génère dans nos vies. Et ça revient à un principe de base, et là pour le coup c'est un principe de marketing de base, et on en parlait, Émilie, en préparant les 5 W, tout simplement. On est en fait sur des principes de marketing de base. C'est un outil comme un autre qu'on utilise et qui se développe très très rapidement. Malgré tout, il faut toujours revenir à l'essence et à l'essentiel et à l'humain qu'il y a derrière, et pourquoi on le fait. Pourquoi l'entreprise et la mission, le fait. Et qu'est-ce que j'apporte à mon client ou à mon prospect, en fait, pour qu'ils se disent ah oui, tiens, ça a de la valeur si je tendais l'oreille, parce qu'on est quand même dans une société de surattention, de surstimulation, donc il faut se différencier, et voilà, donc c'est avec une proposition de valeur sur mesure que ça va le faire. Non. Moi là-dessus, sur ce sur quoi je fais
beaucoup attention d'un point de vue éthique, c'est le nombre de points de contact que je vais faire à quelqu'un que je veux démarcher ou contacter. C'est-à-dire envoyer un mail, ça peut fonctionner, envoyer 10 mails, ça peut être très agaçant. Et c'est là où il faut trouver la limite et le bon milieu, le juste milieu. Mais là où c'est vraiment pas évident, c'est que des fois, il y a des personnes qui vont répondre au deuxième mail et d'autres que ça va énerver. Pareil pour des publicités, quel taux de répétition il faut avoir. Une personne, des fois, ne va cliquer sur une publicité que quand elle va la voir pour la troisième fois, et une autre personne, la troisième fois, ça va déjà l'énerver. Donc du coup, il faut vraiment trouver le bon équilibre là-dessus. Ça dépend de à qui on s'adresse, ça dépend des services qu'on propose, et ça, c'est un équilibre sur lequel il faut souvent réfléchir pour justement ne pas abuser et pas aussi, on va dire, atteindre notre image de marque, l'image de marque d'une entreprise. C'est vrai que ça peut être pénible. C'est ça, il faut vraiment faire attention à ça et pas nuire à son image de marque. Et vous êtes formidable parce que j'allais y venir. On était sur le sujet de l'éthique, donc c'est parfait, vous avez fait mon boulot. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Vous vous sentez, Pierre, Kylian, vous vous sentez un peu pirate quand même? Sinon, ce serait pas drôle? Non. Menteur. Non. Je pense pas. Peut-être qu'effectivement, les 2 premières heures où on utilise ce genre d'outils, ça nous fait marrer quand même, parce que c'est assez drôle ce qu'on peut faire avec tout ça. Des fois, ça me fait marrer de partir en pause-déj, d'appuyer sur le bouton scrapping, et puis je reviens après. En fait, il y a 2000 personnes qui sont passées, qui ont été avalées, entre guillemets. Mais non, c'est pas pirate. Mais par contre, aussi un dernier truc, on peut être aussi créatif dans le gros hacking. On peut. Et agile aussi. Oui, c'est très important d'être créatif. Oui. On peut avoir le meilleur growth hacking qu'on veut et toucher des personnes de façon pertinente, mais par exemple, si on pousse le mauvais contenu, ça ne marchera pas. Donc voilà. Mais sinon, quant à se sentir un peu pirate, c'est vrai que des fois, il peut y avoir une satisfaction. Moi, personnellement, c'est quand on va trouver des techniques que nos concurrents n'utilisent pas. Là, on sait qu'on peut avoir une longueur d'avance qui peut durer quelques mois ou une année, mais ça, du coup, c'est quand même une satisfaction. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir expliqué, parce que c'est très compliqué quand même à formaliser, et je trouve que c'est simple avec vous trois. Donc bravo et merci de nous avoir donné un petit peu ces solutions. Est-ce que vous avez éventuellement des questions dans la salle sur ce sujet? Oui. J'en ai une justement qui avait abordé plutôt LinkedIn comme support essentiel pour pouvoir aller chercher des leads, des prospects potentiels. Si jamais LinkedIn disparaissait, est-ce que vous avez d'autres solutions de post-hacking à proposer en dehors de cette source de data? Alors déjà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de LinkedIn. Il n'y a pas que LinkedIn. Je vais prendre un exemple. Il y a Google. En fait, par exemple, on peut scraper Google. Là, dernièrement, j'avais un client qui voulait contacter les photographes indépendants. On a scrappé Google Maps, c'est-à-dire qu'en fait, on a tapé dans le moteur de recherche photographe, et on a essayé de trouver tous les photographes indépendants en France, soit en allant prendre leurs contacts sur Google Maps ou sur leur site web. On ne s'est pas servi de LinkedIn dans ce cas-là, parce que les photographes indépendants ne trouvent pas forcément leur business via LinkedIn, et donc ils ne sont pas forcément présents sur LinkedIn. C'est là où il faut être créatif et savoir qui est-ce qu'on veut toucher et comment les toucher. Et du coup, LinkedIn, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Et pourtant, là, c'est un exemple de B2B, mais LinkedIn n'était pas forcément pertinent dans ce cas-là. C'est pas que de la créativité, c'est aussi de la connaissance, en fin de compte, des marchés. Hein, c'est de la culture G aussi, un peu. Ouais. Oui, aujourd'hui, il y a vraiment des outils qui sont très performants. Tu as parlé de Phantom Buster, qui est vraiment un bon outil, assez complet. Et après, si on ne trouve pas l'outil qu'il faut, on fait du développement informatique. Voilà. On va faire des scripts et c'est eux qui vont travailler. Vous avez d'autres questions? Moi j'ai une autre remarque. Donc sur cette partie-là, donc Ghost Hacking, là c'est les outils qu'on met en place pour aller chercher du lead, pour essayer de réduire le temps de prospection, d'acquisition d'un prospect tiers, chaud, etc. Mais après, qu'est-ce qu'il en devient dans l'entreprise? Cette stratégie, elle est mise en place comment? Comment on va avoir donc l'ADV, administration des ventes, etc. Comment elle va se développer? Est-ce que
que vous accompagnez ces entreprises pour développer justement, pour staffer en fait? J'espère que je vais répondre à la question. Effectivement, quand on est une agence de digital, communication, marketing, on développe des outils parce qu'on se rend bien compte des problématiques de nos clients. Et nos clients ont des énormes CRM, Salesforce, que tout ça, on les connaît tous. Et les forces commerciales ont souvent un énorme portefeuille. Elles n'arrivent pas à gérer les leads du marketing ou elles n'en veulent pas. Du coup, on a créé un mini CRM pour les grandes entreprises. J'appelle ça une passoire. Avant de mettre les leads dans le vrai CRM, pour les toutes petites entreprises, c'est déjà de monter avec un mini CRM. C'est tout bête ce qu'on a créé, mais c'est effectivement un outil dans lequel on va venir implémenter donc les leads. Et donc le responsable marketing et le responsable commercial, donc eux sont admin et affectent aux différents commerciaux les leads. Et tant qu'ils n'ont pas été traités ou en tout cas fait évoluer par le commercial en question, bah, le responsable commercial peut taper sur les doigts du commercial en question. Et effectivement, c'était une problématique que nous on avait, c'est ce que tu as un peu évoqué tout à l'heure. Il n'y a rien de plus frustrant, même pour nous, même si on est une agence et qu'au final on a pris l'argent et c'est fini. Non, ce qu'on veut, c'est effectivement qu'ils nous redonnent de l'argent parce qu'ils sont satisfaits. Donc, quand on génère des leads et que des fois on dit, bah alors cette campagne, elle a bien fonctionné, on ne sait pas. Et ben en fait, si nous on veut savoir, donc ce petit outil qui est tout bête, qui n'a pas été méga dev de ouf, et ben en fait nous permet de savoir le chiffre d'affaires quand même. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà. Mais c'est l'alignement marketing-vente qui est un énorme sujet là aussi dans toutes les entreprises actuellement. C'est vrai que moi, il m'arrive souvent aussi de voir des fois vraiment me battre avec mes clients sur comment ils traitent leurs prospects. Des fois, on en parlait tout à l'heure, des campagnes qui n'ont pas marché et on a mis longtemps à se rendre compte que en fait, les prospects étaient mal traités derrière, notamment des entreprises qui me demandaient de faire de l'appel entrant et en fait, ils n'étaient pas satisfaits des résultats, etc. Et au bout d'un moment, voilà, pour aller plus loin dans l'analyse, j'ai mis un numéro de téléphone en fait avec un tracking, c'est-à-dire quand on appelle ce numéro de téléphone, on peut voir si ça a été décroché, etc. Et on s'est aperçu qu'en fait, il décrochait pas souvent le téléphone, et c'était le problème de cette campagne. Et donc du coup, des fois, mais ils s'en rendent pas forcément compte, des fois on envoie des prospects et ils ont été contactés 3 jours plus tard, c'est trop tard en fait. Des fois, il faut aller beaucoup plus vite que ça. Et donc du coup, il faut vraiment aussi échanger sur cette partie-là pour que vraiment tout le tunnel d'acquisition soit bien calibré et voilà, des fois il faut se battre un peu là-dessus. Et il faut l'envisager au préalable du coup? Ah oui, on l'envisage tout de suite? En oui. fait, c'est dans la campagne? Oui, ouais. Moi par exemple, si on me demande je veux de l'appel entrant, je demande qui va répondre, quelles sont les capacités pour ce genre de choses, et des fois je dis là ça va pas, il faut faire plus d'efforts. C'est là où parfois il est intéressant d'externaliser en fait les services clients de manière à ce que le rappel soit quasiment sous les 12 à 24 heures maximum, parce qu'aujourd'hui on attend tellement d'instantanéité. Quand le lead est en intention, il va comparer, etc. Et c'est presque le premier qui tire qui a gagné. Enfin, j'exagère un peu, mais ouais, c'est ça. Et du coup, il y a de plus en plus de réseaux, réseaux d'adhérents, réseaux de franchises, etc., qui externalisent en fait le rappel, donc la qualification téléphonique du lead, et ça permet de faire un tampon entre les leads que le marketing génère qui arrivent dans les formulaires de contact, qui sont rappelés, et ensuite les commerciaux des différentes zones ou les adhérents des différentes zones vont rappeler, etc. Et comme ça permet quand même de faire un appel tampon. On a fait le tour. Merci. Merci 1000 fois. On peut vous applaudir, je pense, parce que c'est un domaine de compétences qui est vraiment précis et qui est intéressant pour les entreprises.